Les gens me demandaient toujours ce que je faisais dans la vie et je répondais toujours de la même manière. Je travaille dans une usine. Aucune honte à cela. Le moulage par injection n'était pas glamour, mais c'était honnête. Le genre de travail qui laisse de l'huile sur vos bottes et de la fierté dans votre poitrine. J'arrivais à 6h45, des bouchons d'oreilles et je dirigeais l'orchestre de vapeur, de pression et de précision. Les machines rugissaient comme des dragons, crachant des boîtiers et des pièces en plastique avec une chaleur que l'on pouvait sentir dans les dents. J'étais devenu doué pour tout régler, me laissant porter par le rythme du travail. Mais cette nuit-là, ce message, c'était un mercredi. Je m'en souviens parce que je venais de rentrer du deuxième quart de travail, la paume douloureuse et la chemise collée au dos. J'étais debout près de l'évier, en train de laver l'odeur de polymère brûlé et de rêves fatigués lorsque mon téléphone est tombé en panne. Discussion de groupe familial normalement remplie de mèmes, de rappels d'anniversaire et de chaînes de prières. J'ai essuyé mes mains avec mon jean et je l'ai ouvert sans réfléchir. Le nom de Laetitia était en haut. Tous les maris de mes amis réussissent, sauf le mien. Tu as choisi d'être ouvrier d'usine et je ne te considère plus comme mon mari. S'il vous plaît, ne vous présentez pas 6 juin une invitation numérique. Son dîner d'anniversaire. Samedi. Le même restaurant haut de gamme dans lequel nous avions célébré notre 5e anniversaire. Même heure, mêmes amis, même famille. La seule chose qui manque, c'est moi. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot m'enfonçait comme une lame froide. Pas en colère, juste chirurgicale. Elle n'a pas crié, ni discuté. Elle m'a licencié avec la facilité de supprimer un brouillon de mail. J'ai fait défiler le chat juste pour m'assurer que je n'avais pas manqué une accumulation, un combat, un commentaire passif et agressif qui aurait pu prédire cela. Il n'y avait rien. À peine 3 jours plus tôt, elle avait envoyé une photo du nouveau rideau qu'elle avait acheté avec un emoji riant. Et maintenant ça. Mes doigts flottaient sur le clavier. Je pourrais taper quelque chose. Rien. Ouah. D'accord. Pourquoi? Mais rien n'est arrivé. Aucun mot ne semblait assez grand pour affronter la petitesse que j'ai soudainement ressentie. J'ai posé le téléphone, pas sur le chargeur, pas à côté de mon portefeuille comme d'habitude, juste vers le bas. Je me dirigeais vers la chambre et regardais autour de moi. La lampe qu'elle a choisie, le tapis que j'ai passé l'aspirateur le week-end dernier. L'image de nous à Cabo, souriant au soleil qui n'a jamais atteint nos os. Je n'ai touché à rien. Je n'ai pas fait mes valises. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai écouté le silence s'installer comme un brouillard sur un champ mourant. Les gens pensent que le chagrin est constitué de larmes dramatiques, de cris et de claquements de porte. Mais le mien était silencieux. Cela s'est fait par vagues de prise de conscience. Il ne s'agissait pas du message. Il s'agissait de chaque regard qu'elle lançait aux autres hommes lorsque nous étions sortis. La façon dont elle m'a présenté, voici Aaron. Il travaille dans une usine. Comme si j'étais un personnage de sa sitcom, elle ne trouvait plus drôle. C'était la confirmation du changement que j'étais trop fatigué pour nommer. Laetitia n'était plus à moi. Cela faisait un moment que ce n'était plus le cas. Peut-être qu'il ne l'a jamais vraiment été. Et j'en avais fini de jouer le rôle du mari honteux. Celui qui a échoué en choisissant la stabilité plutôt que l'ambition. Elle me traitait de petit, mais je nous avais soutenus à travers des licenciements, des frais médicaux, une fausse couche dont elle refusait de parler. Et maintenant, parce que je ne cherchais pas un coin de bureau, j'étais indésirable. Je suis sorti et je me suis assis sur les marches. L'air nocturne était épais et sentait la pluie. Même si le ciel était dégagé, de l'autre côté de la rue, les Wilson se disputaient à nouveau. Leur voix flottait comme un bruit de fond pendant que je regardais mon reflet dans la vitre de la voiture du voisin. J'avais l'air fatigué, pas à cause de l'usine, mais d'avoir essayé de suffire à quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne l'étais pas. Ce message ne m'a pas brisé. Cela a tout clarifié. Il n'y aurait pas de grande confrontation. Pas de discours? Non. Comment as-tu pu le faire? Je n'allais pas mendier une place à sa table. Si elle voulait une fête sans moi, elle pourrait l'avoir. Mais elle n'aurait plus jamais le réconfort tranquille de ma loyauté. Elle ne me laisserait pas un jour assis au bout de la table prétendre que nous avons construit quelque chose ensemble. Elle y a renoncé. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai pris une longue douche et j'ai laissé la vapeur évacuer la fatigue de ma peau. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je n'étais pas blessé,
mais parce que j'avais l'impression de pleurer quelqu'un qui était déjà un fantôme depuis des années. Laetitia n'était plus ma partenaire depuis longtemps. J'avais juste continué à faire semblant. Quand je me suis couché, je ne l'ai pas touchée. Elle dormait, détournée, respirant comme si le monde allait bien. Et peut-être que pour elle, ça l'était. Le lendemain matin, j'ai emballé un seul sac, 2 chemises, un jean, ma boîte à outils. Je n'ai pas laissé de message. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis juste sorti tranquillement. Au moment où elle se réveillerait, je serais en route vers nulle part en particulier. Juste un endroit qui ne m'obligeait pas à m'excuser d'être l'homme que j'étais. Non pas celui qu'elle voulait remplacer, mais celui qui n'avait plus besoin de sa permission pour grandir. Et ce fut le début de tout. Je n'ai pas claqué la porte en partant. Je ne l'ai même pas complètement fermée. Il s'est refermé derrière moi comme après coup. Mes bottes résonnaient sur les marches en béton, un son plus définitif que n'importe quelle dispute que nous n'ayons jamais eue. Il n'y a eu ni bagarre, ni cri. Non, comment oses-tu ou s'il te plaît, n'y va pas juste moi qui repartais avec un sac polochon à peine zippé et un silence qui me ressemblait enfin. J'ai trouvé une petite location à 2 pâtés de maison de l'usine, un studio avec une fenêtre et un lavabo qui sifflait comme s'il était en colère d'être utilisé. Le matelas provenait d'une collègue nommée Louise qui en avait un de rechange dans son garage. Pas de canapé, pas de télé, juste la paix. Le genre de paix dont vous ne réalisez pas que vous avez faim jusqu'à ce que vous preniez la première vraie respiration depuis des années. Je me suis assis sur ce matelas cette première nuit, entouré de murs vides et d'échos de rien, et c'était comme une liberté habillée de pauvreté. J'ai pris 2 postes la semaine suivante et j'ai fait du bénévolat le week-end. Il n'y avait personne vers qui rentrer chez moi, personne pour me demander où j'étais. Le contremaître l'a remarqué, mais n'a pas dit grand-chose. Je viens de me faire un signe de tête qui disait « Tu fais partie de ceux qui ne se couchent pas ». J'aime ça. J'aime ne pas me coucher. Laetitia n'a pas appelé. Pas une seule fois. Pas de texte. Non, où es-tu? Rien. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose de brutal. Elle s'en fichait. Pas assez pour demander, pas même assez pour faire semblant. Son message était une porte qui se fermait, et elle n'a jamais vérifié une seule fois si j'étais toujours debout de l'autre côté. Sa famille ne l'a pas non plus contacté. Judith, sa sœur, m'envoyait des blagues le dimanche et me posait des questions sur mes recettes de barbecue. Réa m'a demandé un jour de réparer le radiateur de sa voiture et j'ai traversé la ville à minuit pour l'aider. Diri, la cousine bruyante de Laetitia, a emprunté ma voiture plus de fois que je ne pourrais le compter, parfois pendant des week-ends entiers. Je cuisinais pour eux. J'avais l'habitude de m'asseoir avec eux sur le porche, une bière à la main, et de regarder le ciel devenir doré. Mais quand je suis parti, ils ont suivi son silence comme si c'était un évangile. Mon nom a disparu de leur bouche. Le groupe WhatsApp est resté actif. J'ai vérifié une fois. Ils se taguaient toujours sur les invitations à dîner, s'envoyant des selfies filtrés avec des verres à 21 ans. Laetitia a posté une photo de son dîner d'anniversaire dans ce même endroit haut de gamme. Elle portait du rouge, sa couleur préférée, disait la légende, entourée d'amour. Je l'ai regardé pendant 5 secondes, puis j'ai supprimé le groupe. Non pas parce que j'étais amer, mais parce que j'ai décidé que si je ne faisais pas partie du tableau, je ne ferais pas non plus partie de la galerie. Cela n'a pas fait mal comme je le pensais. C'était plutôt comme tailler un arbre qui était devenu sauvage et étranglait la lumière du soleil, coupant ce qui ne me servait plus. J'ai arrêté de porter l'alliance. J'ai arrêté de vérifier la boîte aux lettres de la vieille maison. J'ai commencé à me présenter tôt au quart de travail et à rester tard. Non pas parce que je n'avais nulle part où aller, mais parce que je devenais complètement quelqu'un d'autre. Le soir, je me suis inscrit à des cours en ligne. Logistique, gestion de la chaîne d'approvisionnement, sécurité industrielle, conformité, produits secs, du genre qui vous faisait émerveiller si vous n'y prêtiez pas attention. Mais je m'en souciais. Pas pour elle, pas même pour se venger. Je m'en souciais parce que quelque chose en moi avait cliqué. Si je devais reconstruire, je n'allais pas le faire à moitié. Mais il y a eu des nuits où ça m'est arrivé. Calme une fois. Je plie le linge dans la petite machine à laver, l'odeur du détergent s'élevant comme un fantôme de vieilles habitudes. Et de nulle part, les larmes coulaient. Je ne sanglote pas. Juste le genre qui a glissé sans avertissement. Pas pour Laetitia. Non, ces larmes étaient pour l'homme qui avait cru en elle.
Celui qui pensait que l'éternité était une promesse et non une performance. Je l'ai pleuré, la version de moi qui pensait que l'amour suffisait. Mais ensuite je me sèche le visage et recommence à lire. Manuel, cours, audit de productivité. Parce qu'à chaque fois que j'avançais, j'effaçais un peu plus le besoin d'être vu par des gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Je suis devenu invisible, mais pas comme la plupart des gens le craignent. Je suis devenu invisible aux yeux des mauvaises personnes. Ça foule. Le genre qui mesurait sa valeur par les montres de créateur. Et quel titre suivait votre nom? Laetitia avait chuchoté un jour à son ami lors d'une fête. Il travaille avec ses mains, pas avec son cerveau. J'en avais ri à l'époque. Mais maintenant, je réalisais qu'elle le pensait vraiment. Et j'en avais fini de porter le poids de la déception de quelqu'un d'autre. À l'usine, j'ai arrêté d'être le type tranquille de la ligne 3. J'ai commencé à être celui qui avait des réponses. Lorsqu'une machine se bloquait, je n'attendais pas le technicien. Je l'ai résolu. Lorsque l'inventaire ne s'alignait pas, j'ai proposé des solutions. Mon nom a commencé à passer dans la chaîne. Jérôme m'a appelé l'homme au plan de secours. J'aime ça. J'ai acheté un tableau blanc et je l'ai collé au mur au-dessus de mon petit bureau dans le coin de l'appartement. J'ai écrit 3 choses dessus. Premièrement, n'expliquez pas votre valeur. 2. Grandissez quand même. Troisièmement, le silence et le pouvoir. C'est devenu mon rythme. Travailler, étudier, respirer, répéter. Plus besoin d'attendre que quelqu'un m'apprécie. Fini de donner de l'amour comme de la petite monnaie, en espérant que cela suffirait. Je ne faisais plus de soustraction pour moi-même pour que les autres se sentent entiers. Laetitia pourrait avoir la vedette, les dîners, les versions filtrées de sa vie qui lui faisaient se sentir importante. Je n'avais pas besoin de l'éclipser. J'avais juste besoin d'arrêter de me rétrécir autour d'elle. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Tranquillement, intentionnellement et sans vergogne, je suis devenu l'homme qu'elle ne restait jamais assez longtemps pour rencontrer. À l'usine, il était facile de se fondre dans la masse. La machine hurlait assez fort pour étouffer la plupart des pensées, et les gens restaient dans leur voie. Personne n'a posé de questions auxquelles il ne voulait pas de vraies réponses. J'ai aimé ça de cette façon. J'ai gardé la tête baissée, des bouchons d'oreilles dedans, l'esprit concentré sur le maintien du flux de production. Le rythme de la répétition me donnait quelque chose à quoi m'accrocher, des pas que je pouvais suivre sans regarder en arrière. Jérôme, l'un des techniciens d'étage, avait une grande bouche et un rire plus fort. Il faisait des blagues pendant les pauses, principalement sur son ex-femme ou sur son équipe de football fantasy. Il ne m'a jamais posé de questions sur Laetitia. Je n'ai jamais demandé pourquoi j'avais commencé à travailler tous les quarts de nuit ou pourquoi je n'avais jamais mentionné de maison. Ce silence, ce respect tacite des limites signifiait plus pour moi que n'importe quelle sympathie. Louis, un jeune homme avec un nouveau-né à la maison, a commencé à me donner son déjeuner supplémentaire certains jours. Il a dit que sa femme avait trop emballé. Je savais mieux. Il a vu comment je mangeais seul, tranquille, méthodique, avec la faim d'un homme survivant à plus d'une sorte de famine. J'ai quand même pris la nourriture et j'ai dit « merci ». C'est le problème de la guérison. Cela ne s'accompagne pas toujours d'une thérapie ou de monologue. Parfois, cela apparaît dans un sandwich partagé dans la salle de repos. Mais la douleur est venue comme un dégât des eaux, lente, silencieuse, rampante aux confins de tout. Certaines nuits, je rentrais à la maison et je me retrouvais à plier du linge. Je ne me souvenais pas d'avoir lavé une chemise que je portais depuis des années, tout à coup des chaussettes filiformes sans paire, le processus me semblait familier et c'est ce qui a aggravé la situation. Plier des vêtements était quelque chose que Laetitia et moi avions l'habitude de faire ensemble tard dans la nuit, en séparant les lumières et les ténèbres, en plaisantant sur le fait que je n'avais jamais plié les serviettes correctement. Mais je n'ai pas pleuré pour elle. Non, cette partie de moi était déjà morte. J'ai pleuré pour la version d'elle que j'avais construite dans ma tête. Celui qui m'embrassait pour me souhaiter une bonne nuit et me retrouvait à la porte avec des restes de ragoût et un sourire. Cette femme, celle pour laquelle je me suis battu, pour laquelle je me suis sacrifié, elle n'a jamais vraiment existé. Pas en dehors de la version que j'ai inventée. C'est le chagrin qui m'a vidé. Réalisant que j'étais amoureux d'un mirage, je l'ai donc enterré. Pas la femme, mais l'illusion. Chaque fois que je me souvenais de quelque chose de doux, d'une carte d'anniversaire, d'un pique-nique, d'une blague que nous partagions, je le laissais monter et descendre comme une marée. Pas de résistance,
pas d'attachement, juste observer. Et puis je me disais que cette version d'elle a disparu. Elle n'a jamais vraiment vécu en dehors de vos espoirs. Cela semble froid, mais ce n'est pas le cas. C'est la clarté. Le genre qui survient lorsque vous arrêtez de réécrire l'histoire pour faire passer la douleur pour un but. Elle n'était pas brisée. Elle n'était pas confuse. Elle savait exactement qui elle était. Et je n'étais tout simplement pas suffisant pour sa vision du succès. Ce n'est pas une tragédie. C'est un rejet. Et le rejet ne mérite pas d'être adoré. J'ai trouvé du réconfort dans les systèmes, les choses qui ne vous trahissaient pas, les manuels, les organigrammes, les horaires. J'ai commencé à lire des guides de logique de production pendant mes pauses déjeuner. J'ai étudié comment les chaînes d'approvisionnement se sont dégradées, ce qui a causé les goulots d'étranglement et comment améliorer la gestion des déchets sur le terrain. Je rentrais chez moi et surlignais des pages jusqu'à ce que mes yeux deviennent flous. Ensuite, je me réveillais et testais les théories en temps réel. Au début, ce n'était pas une question d'ambition. C'était une question de distraction. Remplir l'espace qu'occupait Laetitia avec des connaissances qui ne pouvaient pas me faire de mal. Mais petit à petit, quelque chose a changé. J'ai commencé à en profiter. Pas seulement apprendre mais s'améliorer. J'ai commencé à voir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Réparer les choses sans qu'on le lui demande. Même le contremaître, un homme qui faisait rarement des compliments, a commencé à dire « Tu as des yeux, Aaron. » Comme si tu voyais des choses qui manquent aux autres. Il ne savait pas que je n'avais rien d'autre à regarder. Pas de dîner de famille, pas de tradition du dimanche, juste de l'acier, du plastique et des motifs. Tranquillement, brique par brique. Et avec chaque petite victoire, chaque machine optimisée, chaque équipe mieux gérée que la précédente, j'ai senti une partie de moi reprendre vie. La partie qui croyait que je pouvais être quelque chose. Pas pour elle, pas pour l'approbation, mais pour moi-même. Tu es l'homme qu'elle a enterré trop tôt. Je n'étais pas encore là, mais je bougeais. Et chaque nuit tranquille, chaque pensée murmurée, chaque larme versée sur quelqu'un qui ne l'avait jamais mérité. À la fin de cette année, je n'étais plus l'homme qu'elle n'avait jamais attendu assez longtemps pour voir grandir, et la première fois que je l'ai remarqué, elle portait un sweat à capuche gris et tenait un porte-bloc comme si c'était une extension de son bras. Elle a déménagé à travers l'usine comme quelqu'un qui n'essayait d'impressionner personne. Et d'une manière ou d'une autre, cela la rendait impossible à ignorer. Pas de sac de créateur, pas de cadeaux parfaitement sélectionnés, juste des bottes à bout d'acier, un esprit organisé et le genre de posture qui disait qu'elle n'avait besoin de personne pour valider son rôle. Rien que cela était nouveau pour moi, rafraîchissant. Cela a déclenché de petits et brefs hochements de tête dans le couloir, des conversations coupées pendant les transitions de quart de travail. Elle a corrigé une caisse mal étiquetée une fois et m'a surpris en train de regarder. « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour me faire des ennemis, dit-elle, les lèvres se contractant au coin comme si elle avait l'habitude d'être incomprise. J'ai haussé les épaules. Je suis juste là pour faire fonctionner les machines. Cela lui fit sourire. Pas du genre faux, mais du genre dont vous vous souvenez parce que cela semble mériter. Notre première vraie conversation a eu lieu lors d'une impasse dans un distributeur automatique. La machine à café s'est bloquée et nous sommes restés tous les deux là comme si cela nous avait personnellement offensés. J'ai giflé le côté. Elle a appuyé 2 fois sur le bouton d'annulation. Rien. Elle expira, s'appuya contre le mur et dit « As-tu déjà eu l'impression que cette machine est une métaphore de ta vie ?» J'ai ri. Vous supposez que ma vie contient suffisamment de caféine et de boutons à briser. Elle a ri, pas du genre poli au bureau, mais du genre qui déborde comme si on avait oublié de demander la permission. Nous avons discuté pendant une demi-heure des quarts de travail tardif, des erreurs de la chaîne d'approvisionnement et des raisons pour lesquelles la salle de bain à l'étage avait un meilleur papier toilette. Ce n'était pas du flirt. C'était la facilité. Je lui ai dit très tôt que j'étais techniquement toujours marié, ni légalement séparé, ni divorcé, juste parti. Elle m'a dit que je n'étais pas assez bien, alors je suis parti. Dis-je, même la voix. Aucune amertume, juste un fait. Rien ne broncha pas. Elle sirota sa tasse en papier de café amer et répondit « Alors tu es plus libre que la plupart des hommes que je connais. » Cette phrase m'a marqué, non pas parce qu'elle était romantique, mais parce qu'elle était vraie. Au cours des mois suivants, elle est devenue une partie intégrante de ma journée. Nous n'avons rien précipité. Pas de déclaration dramatique, juste une longue conversation qui ne cessait de trouver son prochain chapitre. Certains soirs,
nous mangions sur le parking, appuyés sur ma voiture, nous échangeant des chips comme des adolescents, évitant le monde. Un soir, elle m'a remis ses clés. Viens, dit-elle. J'ai un vrai canapé et un meilleur café. Je l'ai suivie sans lui demander ce que nous étions. Cette nuit-là, je me suis assis dans son appartement petit mais propre, feuilletant des chaînes que nous ne regardions pas vraiment. Elle s'est blottie à côté de moi, non pas comme une bouée de sauvetage, mais assise tout près comme quelqu'un qui a choisi la présence plutôt que le besoin. C'était la première fois depuis des années que j'étais touché sans agenda. Quand je l'ai embrassée, il ne s'agissait pas de remplacer qui que ce soit. Il s'agissait d'honorer quelque chose qui s'était développé tranquillement sans demande. À la fin de l'année, j'avais emménagé. Mon matelas avait été remplacé par son ensemble de chambres d'amis. Ma boîte à outils a son propre coin dans son placard. Nous avions un rythme. Des routines matinales avec du dentifrice partagé et des tasses dépareillées, des dîners tranquilles où nous n'avions pas besoin de parler pour nous sentir blessés. Elle ne m'a pas demandé de devenir quelqu'un d'autre. Elle n'a pas essayé de réparer ce que Laetitia avait laissé derrière elle. Elle a juste fait de la place et m'a laissé la remplir selon mes propres conditions. Quand Ria est tombée enceinte, je me suis figé. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que j'ai soudain réalisé à quel point je le voulais. Je l'ai regardé passer le test dans notre petite salle de bain. Son visage était un mélange de nerfs stables et d'espoir tranquille. « Ça va ?» l'a-t-elle demandé en me regardant au lieu du bâton. J'ai lentement hoché la tête. « Ouais, je le suis », sourit-elle. « Je ne savais pas si nous devions le dire à Laetitia », a-t-elle ajouté. Juste pour être clair, je la regardais, étonné qu'elle y ait même pensé. « Laissez-la lire ça un jour », dis-je. Et ce fut la fin. Nous ne l'avons pas annoncé comme un gros titre. Pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de discussion de groupe, juste des préparatifs discrets. Nous avons repeint la deuxième chambre dans des tons terre doux, acheté des vêtements de bébé d'occasion et discuté des caractéristiques de la poussette comme des pros de la saison. Chaque coup de pied était comme un nouveau contrat avec la vie que je construisais. Une vie qui n'avait rien à voir avec celui qui m'avait quitté et tout à voir avec celui qui avait choisi de rester. Rien ne m'a pas traité comme un projet. Elle ne voyait pas mon passé comme une ombre qui la suivait. Elle m'a rencontré là où je me tenais et a marché à mes côtés sans atteindre les rênes. Quand je rentrais tard, elle laissait une assiette sur le comptoir avec un post-it. « Vous n'êtes pas votre ancienne adresse. » Pour des mots qui ont guéri plus que je ne peux l'expliquer, une nuit, alors que nous étions assis sur le porche, nos mains posées sur son ventre, a-t-elle dit. « Tu sais, je ne pensais pas que je finirais avec quelqu'un comme toi. » J'ai haussé un sourcil. Ouvrier d'usine. Elle secoua la tête. Non, quelqu'un d'aussi inébranlablement calme. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour tenir de l'espace. C'est rare. Je n'ai pas répondu. Embrasser simplement le dos de sa main et laisser ce moment s'installer. Avant, je pensais qu'être suffisant signifiait gagner l'approbation de quelqu'un. Laetitia m'a appris le contraire. Elle m'a appris qu'aucun effort ne vous rend digne aux yeux de quelqu'un qui a déjà décidé que vous ne l'êtes pas. Ria, elle ne m'a jamais fait gagner l'amour. Elle l'a juste rendu en présence, avec patience, dans chaque choix tranquille de rester. Donc non, je n'essayais pas de remplacer Laetitia. J'ai enterré cette femme dans tout ce qu'elle représentait. Ria n'était pas un rebond. Elle était une réinitialisation. Un nouveau genre d'épouse. Le genre qui a vu l'homme que j'étais en train de devenir et a décidé qu'il était déjà suffisant. Je n'ai jamais cherché à être reconnu. Je n'étais pas du genre à monter sur les tables pour se faire remarquer ou à lever la main à chaque fois que quelque chose allait bien. J'aime les ombres. J'aime la routine parce que dans l'ombre, aucun projecteur ne vous aveugle sur la vérité. Et la mouture n'a jamais menti. Vous avez consacré des heures, vous avez vu des résultats. Pas de politique, pas de performance, juste du travail. Tout a commencé par un mémo. Les pourcentages de déchets dans nos lignes d'injection ont explosé. Nous en jetions presque autant que nous en expédions. La plupart des gens se plaignaient, accusaient les machines et haussaient les épaules. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. C'était peut-être de la fierté. C'était peut-être l'ingénieur en moi qui n'avait jamais obtenu de diplôme mais qui aimait toujours réparer les choses. Quoi qu'il en soit, je suis resté une nuit après les heures de travail avec un presse-papier et un thermos de café, cartographiant l'ensemble du flux de travail comme un champ de bataille. Il s'avère que le problème ne venait pas des machines.
C'était le processus. Nous empilions les tâches les unes après les autres, sans temps tampon. Un bourrage a provoqué une cascade, ce qui signifie que la moitié de la ligne est restée inactive tandis que l'autre moitié s'est noyée. J'ai esquissé un modèle de rotation échelonnée. Assez simple. Donner une impulsion au sol au lieu de le laisser stagner sous la pression. J'ai soumis les notes à notre superviseur. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être un merci, peut-être un demi-sourire. Mais 2 semaines plus tard, le tour de taille a chuté de 18%. À la fin du trimestre, il était de 34%. Le directeur de l'usine m'a convoqué dans son bureau, non pas pour me réprimander, mais pour me demander comment j'avais vu ce que personne d'autre n'avait fait. J'ai regardé, je lui ai dit, j'ai écouté les machines. Ils parlent si vous les laissez. Cette ligne s'est retrouvée dans l'article. Un stagiaire d'un magazine économique local est venu à l'usine un lundi. Je ne savais pas qu'elle écrivait un profil. Je pensais qu'elle faisait un article sur les tendances manufacturières. Elle m'a posé quelques questions entre les tournées de ligne. Rien de lourd. Quel est votre rôle ici? Comment avez-vous imaginé le nouveau modèle? J'ai répondu avec ma brièveté habituelle. Je me présente. Je résous des problèmes. Je ne me plains pas. Apparemment, cela faisait une bonne copie. L'article a été mis en ligne un vendredi. De travailleur de ligne à directeur. L'homme derrière le redressement des usines à Verly. Mon nom était là. Aaron Langlais. Image 2. Moi avec mes bottes à bout d'acier et ma veste tachée de graisse. Bras croisés devant la 3e ligne. Le journaliste a qualifié cela d'innovation silencieuse. J'ai dit que je représentais le genre de leadership dont les entreprises avaient désespérément besoin. Brut, sans prétention, imparable. Le responsable RH l'a transmis avec une note. C'est bien mérité, Aaron. Ce n'est que le début. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je ne l'ai même pas posté. Mais Internet a fait ce qu'Internet fait. À la fin de la journée, ma boîte de réception était un champ de mines. Des courriels du siège régional, une invitation à prendre la parole lors d'une table ronde de l'industrie locale. Mais ce sont les messages auxquels je ne m'attendais pas qui m'ont fait serrer l'estomac. Chérie, yo, j'ai vu l'article. C'est fou tout le chemin que tu as parcouru, mon frère. Fier de toi, Réna. Et, étranger. Je savais que tu étais toujours plus que ce travail d'usine. Rattrapions-nous. Même Judith est intervenue avec un compliment détourné. Tellement fier de votre croissance. Tu t'es vraiment épanoui après tout. Et puis le coiffeur de Laetitia m'a envoyé un message. Elle l'a vu. Elle parle de toi sans arrêt. Il a dit que tu avais l'air raffiné maintenant. Quoi que cela signifie. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Pas par colère, par clarté. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont supprimé de leur table, de leur discussion de groupe, de leur liste de vacances. Quand Laetitia m'a dépouillé de ma valeur, ils ont suivi son exemple comme de fidèles chambres d'écho. Et maintenant, parce que mon nom était sur une ligne et que mon visage était dans un filtre brillant, j'étais à nouveau intéressant. Non merci. Ria lut l'article tranquillement, tenant son café à 2 mains. Notre fille Marie donnait des coups de pied en elle comme si elle pouvait sentir le changement dans l'air. C'est bon, dit-elle en levant les yeux. Mais ce n'est pas nouveau. J'ai haussé un sourcil. Que veux-tu dire? Elle haussa les épaules. Ils sont juste en train de rattraper l'homme que je vois depuis le début. Cela a frappé plus fort que n'importe quel titre. Nous n'avons pas fait la fête. Nous ne sommes pas sortis dîner ni publié de jolies photos avec des légendes. Nous avons préparé du riz et des haricots, plié le linge et regardé la mise à jour du suivi de la livraison du berceau de Marie sur le téléphone de Ria. Parce que la vie ne dépend pas de qui m'a finalement vu. Il s'agissait de savoir qui n'avait jamais besoin qu'on le dise. Cette nuit-là, je suis sorti sur le balcon de l'appartement. Elle donnait sur le parking de l'usine. Lumière tamisée, faible bruit de moteur. Le même endroit où je me suis assis autrefois, mangeant des sandwichs froids seul et me demandant si je l'avais déjà rencontré. J'ai pensé au message qui a tout déclenché. Le dîner d'anniversaire de Laetitia. S'il vous plaît, ne vous présentez pas. Elle ne voulait pas de moi là-bas parce que je n'avais pas assez de succès. Parce que j'ai choisi le sol plutôt qu'un bureau. Grille sur l'image. C'est drôle comme c'est ce choix qui m'a fait avancer.
Laetitia ne m'a pas brisé. Elle m'a révélé. La différence entre les deux est subtile mais cruciale. Donc non, je n'ai pas répondu aux messages. Je les ai laissés pendre dans les limbes numériques comme des invitations à une fête que j'avais déjà dépassée. Laissez parler les articles. Laissez le silence combler les lacunes qu'ils comblaient autrefois avec le jugement. Je ne leur devais pas de mots. Je me devais la paix et je l'avais méritée. Chaque quart de travail, chaque nuit blanche, chaque appel ignoré et chaque message non lu, chaque instant où je me présentais, non pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que je refusais de disparaître. Ce n'était pas une vengeance. C'était la résurrection. Il est arrivé tard un mardi soir. Le texte de Laetitia. J'étais à la maison pieds nus dans la cuisine en train de réchauffer un biberon pour Marie pendant que Ria pliait les vêtements de bébé dans le salon. Le doux bourdonnement de notre vie tranquille m'entourait. Tous des mouvements doux et une routine murmurée. Et puis mon téléphone est en panne. Vu l'article. Fier de toi. Tu veux parler? J'ai regardé l'écran comme si c'était un miroir trompeur. Les mots ne piquaient pas. Ils ne m'ont même pas surpris, mais ils avaient l'impression qu'un fantôme frôlait mon épaule. Familier, indésirable, en apesanteur. J'ai posé la bouteille sur le comptoir, non pas parce que c'était urgent, mais parce que je ne voulais pas la lire en tenant quelque chose d'important à la main. 3 minutes plus tard, elle a appelé. Non, bonjour. Juste sa voix, haletante et prudente, comme si elle tâtait l'eau à chaque syllabe. J'ai toujours su que tu avais du potentiel, dit-elle. C'était là. Toujours. Le mot qui m'a fait rire. Je me suis couvert la bouche avec ma main et j'ai expiré par le nez. Non pas parce que j'étais amusé, mais parce que ce mensonge était resté trop longtemps dans sa bouche. Toujours? Non, elle me voyait comme un espace réservé, un patch. Un homme qui n'était utile que dans la mesure de son potentiel pouvait servir son image. Elle ne l'a pas toujours su. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas dit à toute la famille que j'étais le poids qui la retenait. Je la laisse parler. Elle m'a demandé comment j'allais. Elle a dit que me parler lui manquait. J'ai même posé des questions sur l'usine comme si ce n'était encore qu'un étage de machine et non l'endroit que j'avais remodelé de mes propres mains. Je m'appuyais contre le comptoir et regardais Ria rire doucement de quelque chose à la télé. Des vêtements de bébé empilés à côté d'elle comme une armure douce. Et puis Laetitia l'a dit. Tu es toujours mon mari, tu sais. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle n'avait pas changé. Pas même un peu. Ce n'était pas une question, pas des excuses. C'était une réclamation. Comme si elle possédait toujours le titre. Comme si les années de silence, d'effacement, de trahison avaient été une sorte d'entracte. Et maintenant, le rideau pouvait à nouveau se lever. Elle l'a dit doucement, comme si j'avais peut-être oublié qui j'étais censé être, son mari. Mais c'est le problème. Elle n'appelait pas l'homme qu'elle avait quitté. Elle appelait l'homme qui s'était levé. Et cet homme, il ne lui appartenait pas. J'ai attendu que le silence s'installe sur la ligne avant de parler. S'il vous plaît, ne m'appelez plus. Simple, calme, chirurgical. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais l'entendre respirer. Peut-être qu'elle pensait que je bluffais. Peut-être qu'elle pensait que j'avais encore besoin de la validation de son attention, mais ce n'était pas le cas. Attends, Aaron, a-t-elle commencé. Mais j'ai mis fin à l'appel. Cela ne semblait pas puissant. Cela semblait nécessaire. C'était la différence entre hier et aujourd'hui. Ensuite, je survivais à son indifférence. Maintenant, je protégeais ma paix. Je suis retourné dans le salon. Ria leva les yeux, pliant la dernière combinaison. Ses yeux scrutèrent mon visage, me lisant comme elle le faisait toujours. Elle n'a pas demandé de qui il s'agissait. Elle n'en avait pas besoin. Quoi qu'elle dise, murmura Ria en se levant et en pressant sa paume contre ma joue. Cela ne défait pas qui vous êtes maintenant. Et je me suis penché sur cette vérité. Laetitia avait passé des années à prétendre que j'étais petite pendant que je construisais quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle pensait que le succès venait avec les cartes de visite et le droit de se vanter. Mais j'avais appris que le véritable succès vient par étapes. Une croissance tranquille, une paix méritée, la capacité de s'en sortir sans qu'une cicatrice ne crie derrière vous. Elle m'avait appelé son mari parce qu'elle pensait que ce titre avait de l'élasticité et qu'elle pouvait l'étirer au fil du temps et de la distance en cas de trahison et de licenciement.
Mais le mariage n'est pas un élastique, c'est une porte. Et quand elle l'a fermée ce soir-là lors de la discussion de groupe, elle s'est enfermée dehors. Je n'ai dit à Rio ce que Laetitia avait dit que le lendemain matin. Nous étions à table, le petit déjeuner à moitié mangé, Marie roucoulant dans son transat. Elle m'a appelé son mari, dis-je en brisant le silence. Ria ne broncha pas, se contentant de remuer lentement son thé. Essayant toujours de nommer des choses qui ne lui appartiennent plus, répondit-elle. C'était son cadeau. Vérité dans un emballage doux. J'ai pensé à toutes les façons dont Laetitia avait tenté de réécrire le passé. Le froid traverse la table du dîner. La fois où elle a ri quand je lui ai montré un certificat de mon premier cours de logistique. La fête qu'elle a planifiée et à laquelle elle m'a désinvité parce que mon travail ne correspondait pas à celui du mari de son amie. Elle n'avait pas pleuré l'homme qu'elle avait perdu. Elle pleurait la version d'elle-même qu'elle imaginait devenir, aux côtés de quelqu'un de plus digne. Mais j'avais arrêté de rechercher sa définition de la valeur le jour où je suis sorti sans claquer la porte. Et maintenant, quand les gens disaient Marie, je pensais à la vie que j'avais construite dans un appartement calme rempli de vrais rires. J'ai pensé à Ria et au fait qu'elle n'avait jamais essayé de me transformer en quelqu'un de plus brillant. J'ai pensé à Marie dont le premier mot serait façonné non pas par la voix de la douleur, mais par l'écho de l'amour. La voix de Laetitia comptait. Utilisée pour me guider, m'affecter, me définir. Non, c'était juste un autre bruit que je pouvais éteindre. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'en avais pas besoin. Elle pouvait regarder à distance si elle le voulait. C'était sa nouvelle place dans ma vie, le rétroviseur. Et je ne regardais pas en arrière. C'était un jeudi quand elle est arrivée. Laetitia, la réceptionniste m'a appelé juste avant le déjeuner. Il y a une femme ici qui vous demande, dit Sandra d'une voix hésitante. Non, dit-elle. Laetitia l'anglais. Même l'entendre semblait étranger, comme si les syllabes appartenaient à une vie différente. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, les yeux fixés sur la feuille de calcul devant moi, mais je ne voyais plus les chiffres. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé à haute voix depuis plus de 3 ans. Pas d'une manière qui me réclamait. Je vais m'en occuper, ai-je dit à Sandra, puis j'ai coupé le son de mon téléphone et je me suis levé lentement, le poids du souvenir plus lourd que les bottes cirées à mes pieds. Depuis la paroi vitrée de mon bureau au dernier étage, j'avais une vue complète sur le hall. Elle était là, chemisier rouge, talons minces, bras croisés sur son sac comme si elle maintenait la version d'elle-même en laquelle elle croyait toujours. La même qui pensait que l'apparence signifiait le pouvoir. Ses cheveux ont été tirés vers l'arrière. Son rouge à lèvres était audacieux. Une déclaration, sans aucun doute, un signal qu'elle s'est préparée pour un moment grand. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont elle a regardé autour de lui. Je scannais la pièce incertaine. Elle n'appartenait pas ici et elle le savait. Je n'ai pas bougé, je ne suis pas descendu. Je suis resté exactement là où j'étais, en regardant la même manière que je l'ai attendue à la table du dîner. Elle ne s'est jamais présentée. Il y avait quelque chose de profondément poétique. Moi derrière le verre, elle de l'autre côté, et rien entre nous que du temps et de la vérité. Elle a de nouveau parlé à Sandra. Je l'ai vue se pencher, abandonnant probablement mon titre, essayant de gagner service. Mais le statut n'accorde pas l'accès ici. Pas plus. Elle agita un peu ses mains. Sandra est restée calme, professionnelle, tout comme je l'ai formée à l'être. Je lui ai dit de traiter chaque invité avec gentillesse, mais aussi fermeté. Aucune exception. Puis elle leva les yeux. Elle m'a repéré. D'une manière ou d'une autre, à la distance et à l'éblouissement, nos yeux se sont rencontrés. Et pour la première fois, je l'ai vue. Pas de fierté, pas de défi, juste du désespoir. Elle a bouché mon nom. Mais je n'ai pas bougé. Pas un pouce. Laetitia avait clairement indiqué il y a des années qui était et n'était pas digne de sa présence. Elle avait tracé les lignes, encerclé les wagons, ri de mon titre de poste et a dit au monde que je n'étais pas quelqu'un à réclamer. Et maintenant, elle était là dans mon immeuble, mon bureau, où mon nom était gravé sur une plaque près de la porte d'entrée, demandant quoi? Un drover. Un siège à une table qu'elle n'a jamais aidé à construire. Non, j'ai bourdonné Sandra. Demandez à la sécurité de la sortir, dis-je catégoriquement. Soyez poli, mais ferme. Il y avait une pause sur la ligne, une hésitation silencieuse, mais ensuite un calme, compris. 2 minutes plus tard, j'ai regardé David de la sécurité s'approcher de Laetitia.
Elle soutenait au début, des mains gestes, sa bouche formant des mots de feu rapides qui ne signifiaient rien de là, mais cela n'avait pas d'importance. David est resté professionnel, a fait un geste vers la porte, et lentement sa posture a changé. L'acier dans sa colonne vertébrale se fondait en quelque chose de fragile. J'ai vu ses épaules tomber. Sa bouche pressée dans une ligne plate. Elle serra son sac comme si cela pouvait maintenir sa dignité en place. Et elle a marché. Personne n'a applaudi. Pas de musique jouée. Mais pour moi, cette marche tranquille vers la sortie était plus forte que toutes les excuses qu'elle aurait pu offrir. Lorsque les portes du hall se sont fermées derrière elle, je me suis assis à mon bureau, ce qui est rythmé, stable et clair. Elle m'avait jeté de sa vie comme si j'étais des marchandises et des embarras défectueux. J'ai dit à toute notre famille que je n'étais pas un vrai homme. Et maintenant, elle pensait qu'elle pouvait réintégrer le monde que j'avais construit sans une seule reconnaissance de ce qu'elle avait brisé. Se présenter en personne n'était pas courageux. Il était tard. Trop tard. 1 heure plus tard, je suis rentré chez moi. Ria était sur le porche, bébé moniteur dans une main, un livre dans l'autre. Elle leva les yeux en entrant et juste de mon visage. Elle savait que quelque chose avait changé. Elle est venue, dis-je. Ria n'a pas demandé qui. Elle a juste hoché la tête, fermant le livre sans marquer la page. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai regardé partir. Elle m'a étudié un instant, puis a dit, bien. Cette nuit-là, je me suis assis dans la pépinière de Marie. Elle dormait, les petites mains bouclées dans les poings, sa poitrine s'élevant et tombant dans un rythme doux. J'ai traversé une main sur la balustrade de berceau, me fondant dans le calme. Le visage de Laetitia avait autrefois été le soleil dans mon ciel. Je me suis déplacé, je me suis ajusté à sa luminosité et à son ombre. J'ai passé des années à essayer d'être ce qu'elle pouvait aimer. Mais ce visage que j'ai vu aujourd'hui, ce n'était pas le soleil. C'était un coucher de soleil. Belle une fois, mais fini. Et je ne poursuivais plus le crépuscule. C'était une enveloppe jaune, épaisse et non marquée, nichée entre un dépliant d'épicerie et une facture d'eau. Pas de tampon, pas d'adresse de retour, juste mon nom dans cette écriture en boucle que je n'avais pas vue depuis des années. Ria l'a trouvée. Elle était allée vérifier la boîte aux lettres tandis que Mara a cassé et me le remettait sans rien dire. Ses sourcils se sont tricotés de cette façon, ils l'ont fait quand quelque chose ne se passait pas bien. Elle a laissé tomber ça. Elle a dit, pendant que vous étiez au travail, ma poitrine se resserra, pas par peur, mais par frustration. Laetitia avait franchi une ligne. Ce n'était pas un texte, un email, un appel. C'était sa maison qu'elle n'avait jamais été invitée. Ce n'est pas le cadre du contenu, mais je voulais voir ces mots. Je ne demande à rien annuler. Manquer la version de nous qui riait de mauvais films et mangeait des céréales à minuit. Je me demande si nous pouvons peut-être parler. Parler juste. Tu as toujours été un homme bon. Je ne savais tout simplement pas à quel point il est bon. C'était là encore. Toujours. Le mot auquel elle s'est accrochée lors de la réécriture de l'histoire. Puis près du fond. Le sentiment de famille que nous avions. Je veux voir comment vous avez changé. Peut-être rencontrer votre fille. Elle devrait savoir qui je suis. J'ai plié la lettre une fois, puis à nouveau, puis une 3e fois. Chaque pli ressemblait à une lame. Elle n'a pas dit le nom de Marie. N'a pas reconnu Ria. Je n'ai pas admis la cruauté de m'effacer de son monde quand je n'avais que de la loyauté à offrir. Ce n'était pas une responsabilité. C'était le contrôle déguisé en sentiment. Je l'ai appelée. Elle ramassa le 2e anneau, sa voix douce comme un vieux velours. Vous le lisez? Oui. Une pause. Et tu es venue chez moi, Laetitia. Je voulais juste laisser tomber la lettre moi-même. Vous avez vu ma femme, j'ai interrompu, la voix calme, mais j'ai devancé un fer. Et tu as vu ma fille. Une autre pause. Plus court cette fois. Charpé. Je ne voulais pas dire de mal, Aaron. Je ne fais que non, vous ne pouvez plus utiliser ce mot. Ce mot est un bouclier pour les lâches qui ne veulent pas assumer une réelle responsabilité. Vous ne pouvez pas apparaître à ma porte après des années de silence et penser que parce que j'ai quelque chose qui vaut la peine d'être vu maintenant, vous méritez l'accès. Mais je ne suis pas votre mari. Je ne suis pas votre plan de sauvegarde. Et Marie n'est pas votre arc de rédemption. Silence sur la ligne. Pas lourd.
Pas épais d'émotion. Juste vide. Vous avez dit au monde que je n'étais pas votre mari. Tu te souviens de ça? Vous avez dit que je n'avais pas mesuré et maintenant vous voulez un siège à une table que vous avez brûlée au sol. Je laisse la question y pendre. Elle n'a pas répondu. J'ai construit cette vie sans toi et pas malgré toi. À cause de toi. Parce qu'au moment où vous avez exposé qui vous étiez vraiment, j'ai cessé de vivre avec une valeur empruntée. Et je dirai ça une fois, Laetitia, ne vous approche de plus de ma famille. Un petit reniflement crépitait à travers la ligne. Elle pleurait. Je l'ai laissée. Vous n'avez pas le droit de manquer quoi que ce soit ici. Dis-je finalement, tranquillement. Vous en avez été assuré. Puis j'ai terminé l'appel. Pas de cris, pas de dramatique, juste le retrait chirurgical final d'une histoire à laquelle je ne consentis plus. Rio était dans le couloir quand je me retournai, penchant contre le mur, les bras croisés. Elle a fait tomber un avis. Elle n'en avait pas besoin, elle a tout lu dans mes yeux. Elle ne reviendra pas, dis-je. Ria hocha la tête, se dirigea et glissa ses bras autour de moi sans un mot. C'était le genre de câlin qui n'a pas demandé de détails. Le genre qui n'avait pas besoin d'explications, juste des cadeaux, de la sécurité. J'ai regardé la porte de la pépinière, un peu impôt. Marie remua doucement dans son berceau, le faible rythme de sa respiration comme une berce pour la tempête dans ma poitrine. Laetitia pouvait parler de tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait réécrire le passé avec éloquence, avec des excuses enveloppées en soi, avec des versions de nous qui semblaient plus faciles à retenir que la vérité. Mais la vérité était simple. Elle n'est pas partie dans le corps, mais dans la foi, en loyauté, dans les moments calmes qui auraient dû le plus compter. Et je n'avais plus besoin d'elle pour l'admettre. J'avais ma preuve. Dormir derrière cette porte, en riant dans ce couloir, cuisiner le dîner dans cette cuisine. Ce silence Ria et moi avons partagé après l'appel n'était pas gênant. Ce n'était pas lourd. C'était une confirmation. J'avais fait la bonne chose. J'avais répondu à la lettre non pas avec pardon, non pas avec des représailles, mais avec une frontière. Elle ne pourrait plus jamais traverser. Laetitia n'était pas venue s'excuser. Elle venait récupérer, mais elle ne réalisait pas quelque chose. Vous ne pouvez pas appeler un homme à vous une fois qu'il a finalement construit la vie que vous n'avez jamais resté assez longtemps pour voir. Nous avons déménagé quelques mois plus tard. Non pas à cause de Laetitia, pas entièrement, mais parce que la maison dans laquelle nous étions ne se sentait plus comme un début. C'était devenu un endroit sûr, oui, mais nous avions besoin de plus que de la sécurité. Nous avions besoin d'espace pour nous étirer, de croître les racines plus profondes, de construire quelque chose sans l'écho de son ombre se brossant contre les bords de notre pièce. Nous avons donc emballé nos vies dans des boîtes étiquetées avec des noms qui avaient un vrai sens. Books de Marie, tasse de Ria, outils de papa. La oui dans notre maison était solide maintenant. Ce n'était pas théorique. Il a été vécu, gagné. Le nouvel endroit était plus grand, une modeste à 2 étages avec un porche enveloppant et de grandes fenêtres qui ont renversé la lumière du matin à travers les planchers de bois franc. Marie a couru dans des chambres vides avec le genre de casse-noix que seuls les tout-petits peuvent produire. Ses chaussettes glissant sur des sols fraîchement polis. Ria la regarda avec une main sur son ventre. Oui, nous nous attendions à nouveau. Un fils cette fois. Cette nouvelle maison n'est pas venue avec des fantômes. Il est venu avec des plantes. J'ai accroché des photos de famille le premier jour. Pas seulement des portraits, mais des moments. Ria riant avec un rouleau de peinture à la main. Marie dormant sur mes genoux lors de sa première fièvre. Une note que Ria avait laissée un jour au réfrigérateur qui disait « Vous êtes assez ». Même lors de vos pires jours, je l'ai encadrée parce que c'était vrai. Parce qu'elle le pensait, parce que je ne l'oublierai plus jamais. Le travail avait également changé. J'étais maintenant exécutif principal de la stratégie manufacturière. Titre ridicule, je sais, mais cela signifiait quelque chose. Pas l'argent, pas les réunions. Le fait que j'avais pris une vie définie par les limites et repensé ces lignes. Ce qui a commencé comme un travail sur le sol était devenu une carte de chaque étape que j'ai refusé de sauter. Et pourtant, plus je suis devenu de cette version de moi, l'homme Laetitia a chassé, plus je voyais à quel point il avait été nécessaire. Le silence, la solitude, le rejet, il avait tous retiré les illusions, a brûlé la nécessité de se produire. Je ne poursuivais pas le statut maintenant. Je n'essayais de prouver rien à personne.
Je construisais simplement patiemment, quotidiennement, intentionnellement. Certaines nuits, je produisais le périmètre de notre arrière-cour, Marie à cacher dans son lit, réalisant les pieds sur mes genoux. Je regarderais les arbres et chuchoterais, c'est le mien. Pas la terre, pas la maison, mais la vie, la paix, le rythme. Judith a envoyé un texto une fois. Un message vague, j'espère que vous bien, le message qui a atterri comme une carte postale d'un étranger. Aucune mention de ce qu'ils avaient dit, de la rapidité avec laquelle ils s'étaient repliés derrière la tête de Laetitia. Pas d'excuses, juste un robinet sur le verre d'une fenêtre qu'ils ont fait tartir. Je n'ai pas répondu parce que la survie ne nécessitait pas de confrontation. Cela nécessitait de la clarté. Je ne m'étais pas éloigné de la famille. Les côtes levées sont assises sur le porche et ont parlé de la distance. IED. Romantisez l'idée du pardon. Dites que vous ne pouvez pas passer sans cela. Mais c'est un mensonge que nous disons de rendre la guérison plus jolie qu'elle ne l'est. La vérité. Certaines blessures n'ont pas besoin d'excuses. Ils ont besoin de distance. Le tissu cicatriciel ne disparaît pas. Cela cesse de faire mal lorsque vous cessez de le choisir. Une nuit alors que je rentrais Marie, elle m'a demandé « Étiez-vous jamais triste avant moi ?» Je m'arrêtai, sa petite main serrant ma chemise. « Oui, dis-je honnêtement. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne savais pas encore à quoi ressemblait ma famille. » Elle cligna des yeux endormis, satisfait de cette réponse, et roula sur son côté, son ours de jouet replié sous son menton. C'était la chose à propos des enfants. Ils n'avaient pas besoin de tous les détails. Ils avaient juste besoin de cadeaux. Vérité de sécurité qui n'a pas meurtri. Après qu'elle se soit endormie, je suis de nouveau sorti. Les étoiles étaient basses cette nuit-là, éparpillées comme des chapelures dans le ciel. J'avais l'habitude de regarder seul. Mais plus maintenant. Maintenant, il y avait des pas derrière moi, minuscules et en croissance. Il y avait de la chaleur à l'intérieur, douce et stable. Il y avait un but à venir, calme et enraciné. J'ai chuchoté aux arbres, l'arbre a-t-il été toujours triste? Et je me suis répondu, plus. L'arbre a cultivé sa propre forêt. Parce que personne ne peut enlever ce que vous avez construit de vos deux mains, surtout pas ceux qui ne sont jamais restés assez longtemps pour arroser une seule graine. Marie a eu 5 ans un dimanche. Le genre de jour où le ciel fait tout raison. Sunny, mais pas chaud. Breezy, mais pas froid. Elle nous a réveillés tôt, rebondissant sur le lit, souriant de toutes ses dents, toujours dans le pyjama dépareillé qu'elle a insisté pour porter la veille. « Où est-ce qu'aujourd'hui est vraiment le mien ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Et j'ai hoché la tête, la soulevant dans mes bras et la faisant tourner une fois, juste pour entendre ce rire qui pourrait tirer la joie des coins les plus sombres du monde. Nous n'avons pas organisé une grande fête. Pas de clown loué, pas de machine à barbe à papa ou de magicien. Juste nous, notre famille. Quelques voisins qui étaient plus comme des parents et des amis qui sont restés lorsque le nom l'anglais était toujours considéré comme jetable. Ria a fait cuire le gâteau, le chocolat avec le glaçage tourbillonnant de la vanille, et Marie a aidé, faufilant les doigts de la glaçage quand elle pensait que personne ne regardait. Je me suis tenu sur le porche cet après-midi-là, en regardant les invités arriver, les bras pleins de cadeaux et de sourires enveloppés. Mon fils, rampant toujours, a joué dans une épingle à proximité, babillant joyeusement. Marie courait à travers des bulles soufflées par la fille du voisin. Et Ria, ma femme de toutes les manières qui comptait, se tenait près de la table des boissons, riant avec quelqu'un de la rapidité avec laquelle les temps passent. Et pendant un moment, je me suis arrêté. Non pas parce que j'étais gelé, mais parce que je devais tout prendre. Ce n'était pas une scène que j'avais été remise. C'était une vie que j'avais choisie, reconstruite, nourrie. Chaque brique posée par des mains une fois sérigraphiée des travaux d'usine, maintenant ferme de construire une maison. Puis Marie m'a appelé, agitant ses minuscules mains. « Papa, viens asseoir avec moi. » Je me suis approché et je me suis assis croisé sur l'herbe à côté d'elle. Ses boucles étaient attachées avec des rubans bleus, et ses yeux scintillaient de curiosité alors qu'elle ramassait sa tranche de gâteau. « Papa, dit-elle sérieusement, léchant le glaçage de son doigt. Et qui est dans notre famille? » J'ai souri. « Qu'en penses-tu » Elle inclina la tête comme si elle comptait dans son esprit. « Toi, maman, bébé Nico, moi et tous les Mads et oncle Jérôme. » Cela semble bien. Elle fit une pause. « Quelqu'un n'est-il pas dans notre famille »
J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai regardé dans les yeux, en choisissant chaque mot comme une promesse. Les gens qui nous aiment les jours difficiles. Ceux qui restent. C'est notre famille, chérie. Elle sourit, satisfaite de la réponse. Alors tu es mon papa pour toujours. Et quelque chose en moi s'est bien ouvert et a guéri tout en même temps. Le nom de Laetitia n'est pas venu. Non pas parce que je l'avais effacé, mais parce qu'elle ne tenait plus d'espace ici, pas dans nos conversations, pas dans la façon dont nous avons défini l'amour, pas dans les murs qui ont tenu notre rire ou dans les moments calmes qui ont enseigné à notre fille à quoi ressemblait la stabilité. Elle avait essayé de m'écrire de l'histoire il y a des années, avait dit au monde que je ne valais pas la peine de garder parce que je travaillais dans une usine, que je n'avais aucune ambition, que j'étais l'exception parmi les maris de ses amis, celui qui ne l'avait pas fait. Mais ce qu'elle ne réalisait pas et ce que je vivais maintenant chaque jour, c'est que l'ambition ne s'habille pas toujours en costume ou ne s'annonce pas dans des titres d'emploi. Parfois, cela ressemble à se réveiller tous les jours et à choisir d'être meilleur que l'amertume qui a essayé de vous avaler. Je n'avais pas parlé à Laetitia depuis cette lettre. Pas quand elle a essayé d'appeler un an plus tard. Pas lorsque Judith a envoyé un email avec une vague mise à jour sur le fait qu'elle ne se débrouille pas bien émotionnellement. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas expliqué. Je n'en avais pas besoin. Le pardon était venu tranquillement, mais cela ne l'avait pas invité à revenir. Le pardon, j'ai appris, n'était pas pour elle. C'est pour moi, pour ma fille, pour l'homme que j'ai vu dans le miroir chaque matin qui se tenait maintenant plus grand, pas hors de fierté, mais hors de la paix. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités, et Marie a été cachée au lit avec ses nouveaux livres et ses animaux en peluche. Je me tenais sur le porche arrière avec Ria, une couverture enroulée autour de nos deux épaules. Les étoiles étaient à nouveau sorties. Toujours les étoiles. Elle pencha la tête sur mon épaule. Elle ne comprendrait jamais cette version de vous, a-t-elle dit doucement. Elle n'a jamais essayé, répondis-je. Nous sommes restés silencieux un moment, écoutant le vent se déplacer à travers les arbres jusqu'au son d'une maison remplie de vie et de petites joies. Je suis fier de toi, chuchota Ria, et ça m'a frappé. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que l'entendre de quelqu'un qui le voulait sans condition ressemblait toujours à une bombe sur la peau qui a une fois falsifié sous critique. Je suis fier de nous, ai-je dit. Parce que nous l'avions fait ensemble par le chagrin, par la résilience, à chaque étape de devenir entier sans avoir besoin de permission. Cette nuit-là, alors que je passais devant la chambre de Marie une dernière fois, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle dormait, les bras autour de son ours préféré, le mot cousu à jamais sur sa petite chemise. J'ai souri, éteint la veilleuse et ferma doucement la porte. Lorsque les gens me demandent comment je l'ai fait, comment je suis devenu qui je suis, je ne mentionne pas les titres d'emploi, les articles ou les promotions. Je leur dis la vérité. Ma femme m'a divorcé par le chat de groupe. J'ai répondu avec silence et succès. Et puis je construis une vie si pleine, si brillante, si stable. Elle ne pourrait plus jamais le toucher.